Salut les amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Puis le sujet que nous avons entamé depuis plusieurs semaines, violence physique et psychologique. Et nous avons pas mal parlé de la violence psychologique, puisque la violence physique est assez évidente, mais la violence psychologique est assez difficile à détecter. Et puis le sujet, c'est comment diagnostiquer la maltraitance. Donc, nous avons entamé les 30 signes de maltraitance la semaine dernière et nous avons abordé les 15 premières, donc qui tournent tout autour du contrôle de l'autre. Donc, le premier, c'est le contrôle de l'argent, donc la dépendance financière. La deuxième, c'est le contrôle de l'habillement, donc les vêtements. Troisième, c'est le contrôle du temps. Le temps passé avec la famille, le temps passé avec les amis. Donc, c'est le contrôle du temps. La quatrième, c'est les relations sexuelles non consenties. Donc, nous avons expliqué la semaine dernière que c'est un délit. Euh, c'est considéré comme un viol, hein. Donc, la cinquième, on avait donné un conseil de compter les fois où la personne est obligée de faire des choses qui ne lui plaisent pas pour éviter des problèmes avec son conjoint. Donc, ça aide à comprendre une situation de maltraitance. Le contrôle du téléphone et les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la violation de la vie privée. On avait pas mal parlé la semaine dernière. Septième, c'est le contrôle des horaires. Donc, globalement, le temps, pas seulement le temps passé avec des amis, mais à quelle heure il rentre, à quelle heure il sort. T'es sorti à telle heure, pourquoi tu arrives aussi tard? Ah oui, il a eu des bouchons, ouais, t'es sûr? Je crois pas, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Donc, ça, c'est type de situation classique qui dénote une maltraitance. Le manque de reconnaissance de la réussite professionnelle ou personnelle. Ça aussi, c'est le huitième. Et le neuvième, c'est le fait de faire des choses pour son partenaire, pour sa partenaire, et ne pas être remercié, car l'autre, il considère que c'est tout simplement une obligation. Donc ça dénote une forme de maltraitance, donc c'est un manque de reconnaissance. Dixième, il vous organise le temps libre, donc ça, on l'avait vu la semaine dernière. Onzième, quand on a un problème, il va le minimiser, donc c'est le conjoint qui va minimiser le sentiment, donc l'impression que l'autre a d'une certaine problématique. Il va dire des phrases genre tu te plains pour rien, arrête d'écouiner, voilà, c'est rien. 12, quand il y a une dispute, bah, est-ce que vous êtes obligé de céder la plupart du temps pour éviter des problèmes? Donc ça, c'est un moyen aussi de détecter une situation de maltraitance. 13, si le elle a un problème en dehors du cadre du couple, il ou elle, donc l'autre partenaire, le fait sentir responsable. Donc on avait cité un exemple d'un accident de la route où l'autre, il va dire, oui, mais forcément, c'est toi parce que tu conduis très mal, tu fais pas attention, etc. Donc, alors qu'il n'était pas là, il ne connaît pas les circonstances de la situation, mais bon, il va systématiquement être opposé. Ou il y a un problème relationnel avec des amis, il va prendre la part des amis. Il y a un problème au travail, bah, il va prendre la part du côté de son employeur, par exemple. Donc ça, c'est une situation de maltraitance puisqu'il n'y a pas le soutien émotionnel pour la personne. 14, vous donne-t-il l'impression que vous ne saurez pas comment aller de l'avant si vous n'êtes pas à ses côtés. Ça, c'est la dépendance. Il vous donne l'impression que vous êtes complètement dépendant. 15, vous sentez-vous coupable lorsque vous tombez malade? Ça, c'est classique. Oui, t'es encore malade, t'es un faiblard, petite nature, tu tombes malade pour rien, une brindille, etc. Ce type de phrase où t'es malade, je vais pas me charger avec toi, tu te débrouilles, voilà. Donc ça, c'est classique. La personne qui a un problème pendant la nuit, qui va s'élever et il va gêner l'autre puisqu'il est en train de dormir et ça va être le sujet d'une dispute puisqu'il va être énervé parce qu'il est alors que l'autre il est malade. Bon, il est malade.
Du coup, on s'arrête au 16. Et puis le 16e, Itamar va le lire. Si vous êtes en public, avez-vous peur de dire ce que vous pensez au cas où cela vous apporterait des conséquences avec votre partenaire? Donc, une situation, c'est un cercle vicieux d'effacement de soi. L'autre, il va s'effacer. Il est tellement attaqué, il est tellement pollué qu'il va s'effacer psychologiquement et il aura même peur de dire ce qu'il pense, ce qu'il n'a même pas d'avis. On lui pose une question, il va regarder son conjoint pour voir s'il peut valider ce qu'il va dire ou même peut-être pour qu'il le dise à sa place. Donc ça, c'est vraiment un problème et ça dénote une situation de maltraitance. Et le 17, Utilise-t-il ou utilise-t-elle souvent le chantage émotionnel pour atteindre ses objectifs? ouais, ça c'est un classique. Donc chantage émotionnel, ouais, je suis malade à cause de toi, oui, je suis malheureux parce que tu fais pas ce que je veux. Si bah, il y a différents types de chantage. Moi, j'ai pas trop d'imagination dans ce domaine. Mais je sais qu'il y a des situations dans lesquelles l'un ou l'autre il peut utiliser le chantage émotionnel pour arriver à ses fins. Il y a même, par exemple, une situation de maltraitance et l'autre, il va faire un truc rigolo pour se faire pardonner. Et puis ça passe, hein. Ça passe. En fait, c'est le cercle que l'on a expliqué la semaine dernière, ou la semaine dernière et l'avant-dernière, euh, où celui qui maltraite son conjoint, il passe par un cycle de dégradation des relations, puis explosion de violences psychologiques ou physiques, puis une troisième phase d'apaisement, de calme, de repentance, de pardon. Sauf que comment ça s'inscrit dans un contexte de manipulation, il n'y aura pas l'élégance de dire je suis vraiment désolé, je me suis planté, c'est pas comme ça que j'aurais dû te traiter. Pardonne-moi, s'il te plaît, je vais changer. Je ne sais pas comment le faire, mais j'ai besoin peut-être d'aide, mais c'est pas acceptable ce que j'ai fait. Il va pas dire ça. Non, il va faire une blague, il va prendre ça à la rigolade, il va faire passer un bon moment. Mais bien, je t'invite à un restaurant, on va faire ceci, cela. Et c'est une forme de chantage psychologique, puisque ça va faire passer des fautes graves comme si c'était quelque chose de banal. Donc, la victime, dans sa tête, il va se dire peut-être que je me fais trop d'histoires pour rien. Finalement, il n'est pas si mauvais. Sauf que le cycle va se répéter, va se répéter, et au fur et à mesure que le temps il passe, son état va se dégrader. Euh, vous rappelle-t-il ou vous rappelle-t-elle 1000 fois les erreurs que vous avez commises? Hmm. Genre, c'est le type de personne que quand il fait une erreur, oui, la femme, elle a fait une erreur. Ah oui, mais tu as fait ceci et cela, voilà, t'as pas fait attention, c'est pas bien. La femme, elle va dire, oui, oui, mon chéri, effectivement, tu as raison, j'aurais dû faire attention, j'essaierai de ne pas répéter cette erreur la prochaine fois, et je suis désolé. Et s'est excusé, elle a accepté, s'est excusé. Ça devrait se terminer là. Mais non, l'homme, il va revenir à la charge, il va dire, ah oui, mais des excuses, c'est pas des excuses que je veux, c'est des actes, tu reviens et reviens sur la même chose, tu as dû réfléchir, comment tu fais les choses, il va commencer à la mettre dans une situation dans laquelle, psychologiquement, elle ne peut pas se relever. Donc ça, c'est grave, hein. C'est très, très grave. Donc on dit que, il y a un exemple que j'ai, il y a un exemple que j'utilise souvent, c'est l'exemple de l'eau, la pluie. Donc, on sait bien, c'est pas un secret pour personne, les plantes, ils ont besoin de la pluie. Parce que l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Et quand il y a de la pluie, bon, sauf si c'est trop de pluie, hein, bien évidemment, ça peut bien illustrer aussi la situation, mais en général, quand il y a la pluie, bah, les champs, ils verdissent et tout est plus beau. Il y a les fleurs, il y a les arbres qui s'épanouissent et tout est merveilleux. Donc, la pluie, c'est la vie. Donc, l'eau, c'est la vie. OK? On est bien d'accord pour ça, Itamar. Oui. Alors, est-ce que la grêle, c'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau. Bah ouais, ça devrait être la vie.
Et pourquoi quand il y a la grêle qui tombe, ça détruit la Parce végétation? que c'est trop dur. Et voilà. Vous voyez, c'est pourtant de l'eau, mais c'est la façon dont elle est donnée. C'est que on doit tous être capables d'accepter qu'on nous fasse, qu'on nous rappelle sur nos erreurs et qu'on nous corrige. C'est important. Dans le couple, on ne peut pas avoir l'arrogance de se croire infallible. On peut tous faire des erreurs et à un moment donné, on a besoin l'un et l'autre. On a besoin d'un peu être cadré, un peu, mais gentiment, avec amour, avec bienveillance, en disant, voilà, ça c'est de l'eau. Ça t'a fait grandir, ça t'a fait développer, ça t'a fait t'épanouir en tant que personne. Parce qu'une fois l'erreur corrigée, bah, la vie elle continue. Et puis tu te développes, tu grandis. Mais quand cette eau elle vient en forme de grêle, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va abîmer. Ça t'a terrassé. C'est-à-dire que, oui, certes, tu es conscient de tes erreurs. Oui, tu l'as accepté. Mais ton estime de soi est tellement dévastée que tu n'as même pas la force psychologique de te remettre. Et donc ça, c'est une forme très forte de maltraitance. OK? Alors, Avez-vous cessé de parler de vos problèmes relationnels à votre entourage parce que vous savez que s'il ou si elle le découvrait, il ou elle serait en colère? voilà. Donc ça, c'est effectivement, on donne toujours un conseil. Évitez de parler des problèmes des couples dans la famille. Ça, il faut vraiment expliquer. Il faut éviter. Pourquoi? Parce que les personnes qui entendent le problème, ils sont souvent impliqués émotionnellement. Ce que ça va être le frère, la sœur, ça va être la maman, le papa. Et bien évidemment, elle va prendre part pour le membre de sa famille contre celui qui est quelque part un étranger dans la famille. Euh, et donc, ça va mal se passer puisque ça ne peut pas être productif. Il y a un tiers qui va intervenir dans une relation où il n'a pas tous les éléments pour juger et il n'a pas les compétences pour intervenir de manière constructive. Donc, en général, c'est une mauvaise idée. Mais il est important que les membres de couple aient la liberté de faire mention, même sur des détails, de quelques difficultés dans le couple. En fait, il y a des hommes qui maltraitent. Quand on parle de maltraitance, il est important de parler même dans son entourage. Parce que c'est une manière d'être protégé. Quand il y a des petits problèmes relationnels, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça ne va pas aider à grandir. Mais quand il y a des gros problèmes de maltraitance, si c'est la maltraitance physique, il ne faut même pas le dire. En fait, si c'est la maltraitance physique, il faut bien évidemment parler, et pas seulement à son entourage, il faut aller parler aux autorités. Mais la maltraitance psychologique est tellement subtile qu'en général, c'est à la famille qu'on parle en premier. Et souvent, quand les gens ils vont franchir la porte d'un thérapeute, c'est parce qu'il y a un membre de la famille qui est intervenu, qui a conseillé de venir voir un spécialiste. Mais en tout cas, le point 19, on trouve la situation classique d'un maltraitant qui va interdire l'autre de parler pour pouvoir continuer à faire de la maltraitance impunément. Et donc ça, c'est grave. Avez-vous peur de lui Avez-vous peur de lui dire certaines choses parce que vous savez que sa réaction peut être disproportionnée? Hmm. C'est des hommes ou des femmes qui sont tellement colériques ou tellement imprévisibles que leur conjoint va avoir peur de leur dire même des choses simples parce qu'il ne sait même pas comment s'y prendre. Parce qu'à la moindre chose, c'est un peu comme l'essence. La moindre étincelle, ça s'enflamme. Et ça ne s'arrête pas. Donc, cette situation de peur, c'est caractéristique d'une situation de maltraitance. 21. Remarquez-vous que lorsque le même fait est accompli par une autre personne, il ou elle le valorise plus positivement que si vous êtes celui qui le fait? Oui, donc il y a une dévalorisation de son conjoint. Ça l'évite de se mettre en valeur et d'avoir une position équilibrée avec lui, avec celui qui est maltraitant. Parce que le maltraitant, il veut le contrôle. C'est une situation d'hyper-contrôle. On veut contrôler l'autre.
Et comme on veut contrôler l'autre, ben, on va le maltraiter et on va le dégrader. Et s'il a une estime de soi qui est faible, ben, tant mieux, parce que ça facilite ce jeu-là. Donc, le fait de ne pas valoriser les réussites, c'est une manière de maltraiter l'autre. Vous sentez-vous mal à l'aise d'être regardé par quelqu'un du sexe opposé juste au cas où votre partenaire le remarquerait et pourrait faire l'objet d'une autre dispute? Oui. Alors, le maltraitant est en général est dans la domination et le contrôle. Et de ce fait, il est jaloux parce qu'il voit en l'autre pas un être doué d'intelligence et méritant respect et considération, mais plutôt un objet qui lui appartient. C'est sa propriété privée et donc la jalousie est aussi caractéristique dans ces situations. Et donc c'est quelqu'un qui ne va pas tolérer, par exemple, que si c'est un homme, donc si c'est un homme qui est maltraité, sa femme, par exemple, elle va être jalouse parce qu'il a des collègues femmes et donc il va commencer à mettre la pression pour qu'il quitte le travail parce que, au cas où. Et ça va générer beaucoup de situations compliquées. Et puis vice-versa, l'homme, il peut être dans la même situation. Donc, il va, par exemple, empêcher la femme d'aller travailler. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas que la femme exerce un métier parce que ça les rassure de pouvoir la garder sous contrôle à la maison, où elle ne serait pas éventuellement admirée, où il n'aura pas de contact avec des personnes du sexe opposé. C'est une forme de contrôle et de domination. Avez-vous l'impression d'avoir besoin de son approbation dans tout ce que vous faites ou même pensez? Oui, donc on continue à le dire. Donc, une fois de plus, c'est ce processus d'effacement de soi où mon avis ne compte pas, mes pensées n'ont pas d'importance. Je dois demander l'approbation de mon conjoint ou ma conjointe. Donc, ça, c'est un processus, c'est un cercle vicieux assez destructeur. Puis 24. La façon dont il ou elle s'adresse à vous a-t-elle changé et est-elle devenue impérative? Impératif, ça vient du mot empereur. C'est il reçoit des ordres. Voilà, j'utilise souvent c'est pas comme ça qu'on dit en psychologie, mais je dis souvent qu'il y a des personnes qui ont le syndrome de la télécommande, un peu comme ça. Il y a plein de boutons dans la télécommande et chaque bouton, ça va donner des instructions à l'appareil à laquelle est connecté. Donc, de la même manière, il y a beaucoup de personnes qui ont des relations de ce type où la plupart du temps des communications est dédié à donner des ordres, à donner des instructions, que ce soit à son conjoint, mais aussi à ses enfants, etc. Donc ça, c'est une attitude très destructrice. Et donc, c'est aussi un symbole, un signe, pardon, c'est aussi un signe de maltraitance psychologique. Avez-vous l'impression que vous ne pouvez pas être vous-même lorsque vous êtes avec votre partenaire? Ouais. Donc, il est là, vous ne pouvez pas vous assumer tel que vous êtes. Quand vous êtes seul, vous êtes vous. Quand il est là, bah, il faut garder les apparences, sinon ça va être un problème. Parce qu'il ne vous accepte pas comme vous êtes. Vous jouez un rôle pour cette personne qui vous maltraite. Donc ça, c'est une relation malsaine. Et puis la 26 qui est en relation avec la précédente. Lié au précédent, avez-vous l'impression que même sans lui ou sans elle, lorsque vous voulez être vous-même, vous pensez que cela lui dérange peut-être et vous arrêtez de faire les choses que vous vouliez? Mhm. C'est que là, on va plus loin. C'est même quand le conjoint ou la conjointe est absent, la personne n'ose pas être elle-même. Donc là, on est allé encore plus loin. Et donc, dans cet effacement de la personnalité de la victime. 27. Vous traite-t-il ou vous traite-t-elle comme s'il ou elle était votre parent plutôt que votre partenaire? On avait dit dans les différents sujets qu'on a traités précédemment, on avait parlé, quand on a parlé de l'empathie, quand on a parlé de l'hypersexualisation, quand on a parlé de la typification sexuelle et autres sujets,
on avait dit que la femme a une tendance naturelle, par exemple, à materner l'homme, c'est-à-dire à le traiter comme un enfant. Et l'homme aussi a une tendance à paterner la femme, donc la traiter comme une fille. Euh, et en fait, ça, c'est important, mais c'est toute une question d'équilibre. C'est-à-dire que si la dominante dans la relation entre homme et femme est l'instinct paternel ou maternel, ça va être malsain. Et c'est une forme de maltraitance, puisque l'autre n'est plus un enfant, c'est un adulte qui pense par lui-même, qui décide par lui-même et qui a la capacité de participer activement dans le couple, dans la vie de couple. Donc, c'est une question d'équilibre. Donc, effectivement, on appelle en français, on dit une femme castratrice, où elle va ôter à l'homme toute possibilité de prendre des décisions et faire les choses par lui-même. Mais les femmes, ils le font avec leur Je crois que mari, mais il y a des mères qui le font avec leurs enfants. je crois qu'on appelle ça émasculé, plutôt. Émasculé, oui. C'est émasculé d'un point de vue psychologique, hein, bien évidemment. Mais en fait, la personne n'existe plus. Il n'a plus d'espace pour exister. Parce qu'une personne dominante, c'est une personne qui va prendre toute la place. Et il laisse pas d'espace pour les autres, ou très peu d'espace. Et donc, c'est assez compliqué. Le 28, Prend-il ou prend-elle des décisions importantes sans tenir compte de votre opinion? alors, il est important qu'il y ait de l'indépendance dans le couple, c'est-à-dire que pour les petites décisions, ben, je vais m'acheter un vêtement, je vais peut-être sortir avec des amis, ou je vais aller au cinéma, regarder tel film, ou je vais passer du temps libre à la maison et je vais faire ceci et cela. L'achat des petits objets du quotidien à la maison, etc. Tout ça, ça devrait, bah, si on le souhaite, le faire en couple, mais si on veut le faire individuellement, on devrait avoir cette liberté. Cependant, les investissements importants, les décisions importantes, l'avenir des enfants, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, ou des décisions importantes d'un point de vue financier, etc. Toutes ces décisions-là, ils devraient être prises en couple, pas un seul membre de la famille qui prend la décision pour les autres. Donc, et là, le point 28 est important de le comprendre dans son contexte, parce qu'il peut être un peu contradictoire avec la liberté financière, hein. On comprend bien. Mais voilà, c'est la personne qui va prendre toutes les décisions importantes tout seul, hein. Il va pas laisser de la place à l'autre pour exister. Vous fait-il ou vous fait-elle douter de vos capacités? Donc ça, c'est un niveau encore plus avancé. Effectivement, ça serait intéressant d'avoir un test qui nous permet de détecter plus tôt ces relations. Et on disait dans le sujet en espagnol qu'il y a des personnes il y a des personnes qui entament des relations, donc les jeunes, qui entament des relations amoureuses pendant les fiançailles, etc., où ils peuvent détecter des signes de maltraitance, mais ils rentrent dans un cercle vicieux, c'est une espèce d'engrenage. Et finalement, ils vont prendre la décision de se marier. Et une fois mariés, bah, ils vont souffrir pendant des années et des années jusqu'à ce que quelqu'un vienne les aider. Avez-vous peur? OK. La peur, c'est un signe caractéristique de la maltraitance. J'ai mis ces deux photos. Donc là, à droite, on a une femme qui pleure. Elle a des bleus. Une femme maltraitée, physique et psychologiquement détruite. Ça fait mal au cœur de voir ça. Mais à gauche, on a aussi une image que j'ai trouvée sur le net et ça a attiré mon attention. Donc, on a deux enfants. Donc, il y a un petit garçon. Et la quoi derrière? Il a un rameau de fleurs. Il a des fleurs. Et la fille, elle a quoi? Elle a un bâton avec des pics. Ouais. Parce que c'est pas toujours les hommes qui sont méchants dans l'histoire. Ça arrive aussi que les femmes soient les méchants. Donc, ça, en disant ça, je ne relève pas de l'importance à ce phénomène de la maltraitance féminine, qui est un phénomène grave, qui doit être traité. La société entière devrait s'occuper de ce problème. Mais il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a des hommes qui sont maltraités. Donc ça, on avait expliqué les autres semaines qu'il n'y a pas de statistiques fiables sur le sujet, puisque pour des raisons sociales, des hontes, des raisons psychologiques elles-mêmes, les hommes ne déclarent pas être maltraités. En tout cas, des plaintes à la police sont assez rares.
Et il arrive souvent que quand un homme il vient porter plainte contre sa femme pour maltraitance, la police ne prend pas sa plainte, ce qui est très très grave. On peut considérer une non-assistance à personne en danger, mais ça arrive, malheureusement, et ça arrive, c'est quelque chose de concret. Euh, et souvent, ces plaintes, ils sont formulées auprès des médecins, auprès des psychologues, des psychiatres qui vont traiter ces différents cas. Et donc, les statistiques, ils sont assez floues. On ne peut pas savoir quelle est la proportion, mais il est facile d'imaginer que les hommes, ils ont plutôt tendance à maltraiter les femmes que le contraire. Mais ça ne veut pas dire que le contraire n'existe pas. Donc ça, c'est à garder à l'esprit. Et donc, la peur. Et maintenant, quelles sont les conséquences de la violence psychologique et émotionnelle? Puisque ça a des conséquences. On va citer très rapidement. Donc, l'inconfort physique. Ouais. Donc ça, c'est bon, les manifestations physiques un état maladif, des problèmes de sommeil, on va les citer tout à l'heure. Donc, globalement, un confort physique. Faible estime de soi. Donc, l'estime de soi, voilà, ça c'est très, très grave. La perte de relations sociales mène souvent à l'isolement. Donc, oui, ça finit par l'isolement. En fait, la personne est tellement isolée qu'il y en a beaucoup qui finissent par le suicide. Avoir l'impression d'avoir cessé d'être la personne que vous étiez. Voilà, c'est un effacement de la personnalité, Le stress, le stress, l'anxiété, voilà. l'humeur dépressive, Voilà, donc ça, c'est des syndromes dépressifs. troubles des habitudes de sommeil, Voilà, donc il y a les insomnies ou l'excès de sommeil aussi. problèmes d'alimentation, Voilà, donc anorexie et autres, boulimie, qui peuvent être associées à une situation de maltraitance. dépendance à différents types de substances, y compris les benzodiazépines et l'alcool. Mhm. Donc ça, c'est la dépendance. Pourquoi les benzodiazépines et même l'alcool Ben, les benzodiazépines, en plus, elles ont des sont, effets indésirables assez forts, hein. oui, sont comme l'alcool aussi, mais souvent les benzodiazépines, attention, on n'est pas en train de dire dans ce On va sujet dire que ça fait planer. en tout cas, la dépendance peut être réelle, hein. En fait, c'est une dépendance pas seulement psychologique, c'est que la personne est dans un état de dépression tel qu'elle a vraiment, vraiment besoin de ces médicaments. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des médicaments. Quand il faut les prendre, il faut les prendre, hein. Il n'y a rien à faire, hein. C'est quand une situation quand on arrive à un stade assez grave de ce type de situation de maltraitance, il faut traiter les problèmes et souvent on est obligé, on nous sommes obligés de passer par la case antidépresseur. Ça, c'est anxiolytique, antidépresseur et autres. Donc, ça peut être une étape, une phase dans la consolidation, à condition de mettre en place les moyens pour résoudre le problème. Parce que si une personne prend des antidépresseurs pour rester dans la même situation de maltraitance, bah, ça va servir à rien, ça va créer une dépendance. Parce que la personne ne s'arrêtera jamais. Donc, négligence dans l'aspect physique, Donc ça, c'est la situation classique où c'est par exemple la femme qui va plus se coiffer, il va plus se laver, il va plus se maquiller un peu, il va plus s'habiller correctement, il va pas prendre soin de son apparence physique et il va se nourrir n'importe comment, et il va arrêter de faire du sport, etc. Donc c'est la négligence dans l'aspect physique. Et puis chez l'homme, bah, s'il a une barbe, bah, il va négliger sa barbe, il va non tailler, etc. S'il n'a pas de barbe, bah, il va arrêter de se rasser, il va se laisser aller, pas couper ses cheveux, pas se laver correctement, pas prendre soin, il va pas prendre soin de ses vêtements, etc. Donc, il va se laisser aller. Donc, ça, c'est un classique, c'est partie des conséquences de la violence psychologique et émotionnelle. l'irritabilité, Oui, donc il y a l'impatience qui arrive, il y a le niveau de frustration est très élevé chez une personne maltraitée. l'apathie, L'apathie, bah, c'est les allées, donc c'est lié à la négligence dans l'aspect physique. C'est pas plus d'intérêt pour quoi que ce soit. sentiment d'impuissance et d'inutilité, Mhm. Ouais. Donc, il va indé- perdre la notion de sa valeur en tant que personne, en tant qu'individu. indécision, En décision, ouais, il a des mal à trancher, des mal à prendre des décisions. insécurité.
Insécurité, oui. Dépendance affective. Bon, ça, c'est ce qui alimente le plus le cercle vicieux de la maltraitance. Donc, une personne qui est en dépendance affective, moins il a d'estime de soi, plus il va être dépendant de son gourou, de son maltraitant, et plus il va s'engouffrer dans ce cercle, dans cette spirale de maltraitance qui est un cercle vicieux. Accès de colère dirigé contre d'autres personnes. Oui, il est frustré, mais il n'ose pas manifester sa colère contre son maltraitant, donc, contre son conjoint. C'est qu'il va manifester sa colère, par exemple, contre ses enfants. Ça arrive aussi. Une mère maltraitée, souvent, ils sont impatients avec les enfants. Ça ne veut pas dire que toute mère impatiente avec ses enfants est une mère maltraitée. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais ça arrive que c'est en relation. Donc, c'est des colères dirigées à d'autres personnes, avec des amis, avec des personnes d'entourage, des voisins, etc. Donc, elle va déclencher sa colère parce qu'elle est frustrée et qu'elle n'ose pas diriger sa colère contre son conjoint. Donc ça, c'est le cas, j'ai vu un cas ici d'une femme qui a été arrêtée pour un jour, elle a agressé des gendarmes. Bon, agressé, c'est un gros mot, mais oui, elle a quand même agressé, donné des coups de poing à des gendarmes, et les a insultés, etc. Donc elle a fini par être arrêtée. En même temps, son mari était là et c'est lui qui avait commencé en fait les hostilités contre la gendarmerie. Et ils ne l'ont pas arrêté, mais ils ont dit si vous ne vous calmez pas, on va vous arrêter. Donc il s'est calmé, mais la femme, elle n'a pas arrêté. Elle était dans une spirale d'irritabilité, de colère qui ne s'arrêtait pas. Et en faisant l'enquête, en fait, cette femme était maltraitée par cet homme. Donc voilà, c'est des fois on juge à la surface une situation, mais dans le fond, il y a quelque chose de plus profond qui se cache. Ok. Perte d'appétit sexuel. Voilà, ça c'est aussi une perte de libido. Sentiment de honte et de culpabilité. Oui, Se sentir faible. c'est ça. Alors, je voudrais, avant de ça, ce sentiment de honte et culpabilité, c'est un élément très important dans ce schéma des conséquences de la violence psychologique, puisque souvent les victimes, ils se sentent coupables et ils arrivent même assez souvent à la conclusion que s'ils sont maltraités, c'est parce qu'ils méritent d'être maltraités. Donc, se sentir faible. Voilà, Difficulté à prendre des décisions. voilà, donc décision, Culpabilité. la culpabilité. Mécanisme de fuite. Mhm. Donc ça c'est genre préfère fuir le problème qu'est l'affronter. Et sentiment d'infériorité. Ok, à continuation, on va traiter les questions qui ont été abordées dans la section précédente. Bon, on va lire la première, celle de Norberto. Donc, c'est une question de Norberto. Je suis allée chez un monsieur, sa femme était partie en voyage et ce monsieur était architecte. Il était très content lorsque je suis arrivée. Je lui ai donc demandé pourquoi il était aussi heureux et il m'a répondu car ma femme est enfin partie. C'est tout, c'était. Si c'était un signe de maltraitance. Donc, ce que je dis dans le sujet précédent, c'est que c'est pas forcément un signe de maltraitance parce qu'on n'a pas tout le schéma complet dans ces situations. Mais pourquoi pas, ça peut évoquer un problème de maltraitance. La question est de savoir pourquoi l'homme était vraiment content. C'est parce que sa femme est partie et qu'il a la liberté de faire des choses qui ne sont pas légitimes de faire, ou parce que sa femme le maltraite et le met en stress et que le fait qu'il part, c'est un soulagement. Si c'est la deuxième possibilité, c'est effectivement une situation de maltraitance. Mais ça, c'est à évaluer. Il faut savoir que tout ce qu'on a donné, les 30 points pour identifier la violence psychologique ou émotionnelle, ce ne sont pas des tests, mais ce sont des éléments qui doivent nous amener à la réflexion, à savoir, à vouloir identifier si effectivement nous sommes ou pas victimes d'une situation de maltraitance. Donc, voilà, ça c'est à évaluer. Ensuite, il y a un test pour identifier la maltraitance.
Je vous déconseille les tests sur Internet. Bon, il y en a qui sont bien faits, il y en a qui le sont beaucoup moins. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces tests doivent être interprétés par un professionnel, donc par un conseiller, par un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre, qui doivent évaluer effectivement s'il s'agit d'une situation de maltraitance ou pas. Parce que le test en lui-même, il vaut tout et rien dire. Donc ça, il faut l'interpréter et pour ça, il faut certains critères. Des fois, il faut pousser une investigation un peu plus à fond parce que dans ce domaine-là, on n'a pas des règles toutes faites, hein. Donc, chaque personne et chaque situation et chaque couple sont un monde à part. Donc, voilà pour cette partie-là. La semaine prochaine, on va essayer de vous présenter un test de maltraitance que vous pouvez nous l'adresser et puis ça sera étudié et puis on pourra vous faire un retour, hein. N'hésitez pas à nous contacter si vous considérez être victime de maltraitance. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si ce sujet vous a plu, si ce sujet vous a été utile, n'hésitez pas à nous donner un like. N'hésitez pas à partager sans modération avec vos amis, vos collègues, votre famille. Euh, je remercie aussi tous ceux qui ont posé des questions pendant l'enregistrement, notamment le sujet en espagnol. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Tamar pour nous avoir accompagnés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. Bye bye.